Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Dominique Bernèche. Elle est fondatrice de l'entreprise Les Belles Combines et mère de 7 enfants, âgés de 2 ans à 14 ans. Dominique, j'ose le dire, sur le sujet de l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale est clairement un modèle. Et belle nouvelle, il y aura bientôt un 8e enfant dans cette grande famille. Information que nous n'avions pas encore au moment de l'enregistrement, je le précise. Dans cet épisode, Dominique nous raconte comment elle a initialement assumé 80% de la charge mentale domestique et familiale de sa famille, une responsabilité qui a progressivement évolué à mesure que son entreprise a pris de l'ampleur. Elle nous parlera des défis rencontrés lors de la distribution des tâches familiales avec son conjoint Philippe et des sentiments de culpabilité qu'elle a dû surmonter pour trouver un nouvel équilibre. Dominique et Philippe ont également déployé beaucoup d'efforts pour déconstruire les stéréotypes de genre dans la répartition des rôles au sein de leur foyer. Avec Philippe prenant en charge 60% des tâches liées aux enfants, nous aborderons comment cette transition a été vécue de part et d'autre. Nous explorons également la méthodologie derrière Les Belles Combines. C'est une marque qui encourage l'autonomie des enfants à travers des produits innovants. Dominique partagera des astuces pratiques, comme l'utilisation d'un système de jetons pour motiver les enfants à accomplir des tâches ménagères et la mise en place d'un magasin général pour offrir des récompenses. Enfin, nous aborderons les projets futurs de Dominique, notamment le lancement d'une application visant à faciliter la gestion familiale avec des calendriers partagés, des listes de tâches et des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour économiser du temps. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify. Là-bas, je peux même répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Dominique, quelle a été l'inspiration initiale derrière Les Belles Combines ? Comment tes expériences personnelles en tant que mère de 7 enfants ont-elles influencé la création de tes produits ? Je vous souhaite une bonne écoute. Au départ, j'étais pas mère de 7 enfants quand j'ai fondé l'entreprise, là. Mon expérience professionnelle m'a beaucoup influencée parce que j'ai un bac en éducation à la pas éducation à la petite enfance, en enseignement primaire, éducation préscolaire. Donc, j'étais enseignante. J'enseignais à des tout petits. Donc, c'est un peu ça qui m'a motivée. En gros, quand j'étais en congé de maternité, parce qu'ici, on a 1 an, hein, c'est comme assez extraordinaire. C'était la 3e année presque consécutive parce que mes enfants sont très collés, là. Louis et Laurier ont 14 mois de différence. Simone est arrivée très rapidement après aussi. Je pense que à peine 2 ans, même pas 2 ans plus tard. Donc, j'en étais à mon 3e congé parental. Et là, je commençais à être rodée parce que, bon, l'expérience est là. J'ai l'habitude de gérer 22 enfants. Là, en gérer 3, pour moi, c'était facile. Puis j'avais beaucoup de plaisir avec mes enfants et je me voyais mal retourner travailler pour aller m'occuper d'autres enfants. J'avais envie d'être dans cette bulle familiale-là, de rester avec eux, de les voir grandir. Je voulais pas manquer ces moments-là. Et puis, j'avais démarré un petit projet. Il faut dire aussi que je suis une personne un peu hyperactive, là. J'ai besoin d'avoir beaucoup de projets. Et j'avais démarré à l'époque juste une petite boutique, là, Etsy. Je pensais avoir un petit passe-temps comme ça. Je pensais pas nécessairement gagner ma vie. Mais finalement, en fait, ce qu'on avait fait au départ, c'est pour ça que ça s'appelle Les Belles Combines, on avait fait des T-shirts qui mettaient de l'avant la culture québécoise et la langue française. Donc, les hommes forts du Québec, on avait des règles de grammaire, des trucs comme ça. Donc, c'est l'enseignante en moi là, qui avait envie de faire ça. C'est une collection pour enfants. Ça a été super populaire. Dès qu'on l'a lancé, on avait fait une petite page. J'étais avec ma sœur à l'époque. On avait fait une page Facebook, la genèse de tout ça. Puis, on avait réussi à susciter beaucoup d'intérêt. Et là, ça m'a donné comme envie de partir en affaires. J'avais une clientèle, mais bon, les vêtements, j'aurais pas pu gagner ma vie avec ça. Et j'avais, à ce jour-là, plein de petits outils à la maison que j'avais mis en place, là, parce que justement, je voulais stimuler l'autonomie de mes enfants. J'avais mon petit laboratoire, en fait, puis je m'organisais très bien. Donc, ma sœur qui est graphiste à l'époque m'a dit mais je peux peut-être essayer de te faire un design plus joli. On va essayer de créer quelque chose, puis on va le tester. On va voir s'il y a un intérêt des parents pour ça. Et ça a été super bien reçu.
Et là, c'est comme ça que l'histoire a commencé, en fait. Là. C'est sûr que la plupart des produits sont partis d'un besoin que j'avais à la maison avec un enfant ou pour tous les enfants. Mais oui, c'est certain que mes enfants m'ont beaucoup inspiré la plupart des produits. Ça ressemble à quoi une journée typique dans ta vie à toi, avec en équilibrant tes responsabilités de mère et de fondatrice des Belles Combines? On commence le matin, là, on va prendre une journée, là, c'est l'été, ça n'a rien à voir, la routine est complètement différente. J'ai la chance de vivre avec un enseignant. Ça, c'est important de le dire parce que avant de partir là-dessus, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup de privilèges. C'est important de le dire parce que les gens vont dire: «Ah, mais comment tu fais avec 7, moi avec 2?» Je trouve ça très difficile. Puis ça, on pourra y revenir. Là, les 2 premiers enfants, c'est les plus difficiles, c'est sûr et certain. Mais j'ai beaucoup de privilèges parce que mon conjoint, il est enseignant, il enseigne ici au cégep, là, c'est des études de préuniversitaires, si on veut. Donc, il y a toute une session d'été où il est à la maison. Il y a des horaires pas, il enseigne pas de 8 à 5. Il y a beaucoup de temps, donc, à consacrer à la famille. Et j'ai mes beaux-parents, les parents de mon conjoint qui habitent tout près. Mes parents sont super présents. On a un beau village. On a une situation de vie qui permet ça aussi. C'est pour ça que je disais que l'été, c'est un peu différent. Mais si on prend une journée là, pendant la période scolaire, là, mes enfants vont à l'école, on se lève à 7 heures peut-être. Puis à 7h45, tout le monde est prêt à prendre le bus pour s'en aller à l'école. En 45 minutes? On est des rapides. Faut que je dise ça, là. On est vraiment des rapides. Mais ça aussi, on pourra y revenir. On a vraiment comme nos lunchs, parce que nous, ici au Québec, les enfants partent avec une boîte à lunch. Là. Je pense que chez vous, il n'y a pas de boîte à lunch, là, mais nous, Pas forcément, en non. plus, on doit faire des lunchs. Donc là, tout le monde part avec sa boîte à lunch. 45 minutes, habituellement, c'est pas mal réglé. Les enfants sont super autonomes, ils s'organisent avec leur déjeuner. Il faut dire que moi, j'ai pas à me préparer parce que je reste à la maison. Donc, quand ils sont partis, là, je peux me préparer. Et souvent, Philippe, il y a peut-être un matin par semaine où il doit se préparer aussi. Donc, c'est vraiment, on se concentre sur les enfants. Donc, 45 minutes, on y arrive bien. Après, quand les enfants partent, ben, là, c'est mon petit moment pour aller jogger ou je vais aller nager ou bon, j'essaie de garder un peu de temps pour faire l'exercice physique. Là, c'est vraiment nécessaire pour ma santé mentale. Puis après ça, ben, pour ma part, 9 heures, je suis devant mon écran et là, je travaille toute la journée. Mais je travaille toute la journée. Je dîne devant mon écran parce que je sais qu'à 15h30, les enfants vont arriver. Et là, il va falloir que je vais continuer de travailler un petit peu, là, mais je vais devoir faire des choses qui sont moins demandantes parce qu'ils sont autour. Encore une fois, quand ils reviennent de l'école, ils ont une routine bien établie, ils ont des choses à faire. Les boîtes à lunch sont vidées, les sacs d'école sont prêts, bon, tout ça. Puis, ben, après ça, c'est sûr que là, on embarque dans la routine du soir, on fait les repas comme tout le monde. On fait pas beaucoup de devoirs chez nous, je dois dire ça, parce que on a des enfants qui réussissent bien à l'école. Ça, c'est un autre privilège que j'ai. J'ai des enfants qui n'ont pas de difficultés ou de défis particuliers et ça, c'est énorme, là. C'est énorme comme chance quand même. Ils réussissent bien à l'école, donc on fait pas beaucoup de devoirs à la maison. On a une école qui a privilégié ça. Ils font les devoirs à l'école, ils font tout à l'école. Puis honnêtement, ça se passe vraiment bien. Donc, au début de l'année, là, ou une fois de temps en temps, j'en fais un peu juste pour m'assurer que tout le monde est correct. Tu sais, j'ai besoin d'aller faire un petit check-up comme enseignante. Mais quand je vois que ça roule bien, ben, je laisse aller un peu. On fait beaucoup de lecture, par exemple. Donc, le soir, on a toujours des périodes de lecture. Ça, c'est super important. Donc, les enfants vont lire. Après ça, les bains, puis tout ça. Encore une fois, quand on a une famille nombreuse, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a de l'aide de nos grands. Et si on pense, par exemple, au bain, ben, les grands vont aider au bain des petits. Ils sont tous très impliqués. On se partage vraiment les responsabilités au sein de notre famille et on pourra en discuter, mais c'est vraiment tout à fait sain. Il y a des choses qui se font naturellement. Là, je demande pas à mes enfants d'être le parent. C'est vraiment des choses qui se font très naturellement. C'est rentré dans nos habitudes familiales. Donc, ça se passe un peu comme ça. Après ça, dodo à des heures échelonnées, là, parce que ça, c'est très important que les petits se couchent plus tôt que les plus grands, etc. Parce qu'il y a aussi une question de privilège pour stimuler le développement de l'autonomie. Donc, souvent, il y a comme une hiérarchie. Là, ça commence à 7h30, là, aux 15 minutes, aux 30 minutes, il y a quelqu'un qui part puis qui s'en va, qui s'en va se coucher, qui s'en va au lit. Puis, ça se passe comme ça. Donc, pas beaucoup de temps pour moi, mais en même temps, tu sais, j'ai ma petite période d'activité physique du matin, mais pour moi, être en famille,
c'est du temps pour moi. Donc, je ressens pas nécessairement ce besoin-là de temps pour moi. Je sais que le soir, là, je vais avoir mon petit 30 minutes. Souvent, on va écouter une série avant de dormir, mais c'est à peu près tout. Mais ça va, j'ai pas l'impression de manquer de temps pour moi dans la vie. Et mon travail, c'est aussi du temps pour moi parce que j'ai une passion. Le jour, moi, j'ai pas toujours l'impression de travailler, j'ai une passion. Donc, c'est un peu du temps pour moi aussi, là. Comme tu disais, t'as des enfants qui sont grands aussi. Ça va de quel âge à quel âge tes enfants? De 2 à 14 ans. De 2 à 14 ans, oui. Donc il y a quand même beaucoup d'autonomie quand même chez les plus grands, qui eux sont rapprochés les plus grands du coup. Oui. Ben, en fait, tout le monde est rapproché parce que le premier est né en 2010 et le dernier en 2020. C'est difficile, les dates, les années de naissance entre 2010 et 2022, donc en 12 ans. Donc tout le monde est très, très rapproché. Ouais, c'est quand même très, très rapproché. Ouais. Ok. À quel moment tu as senti, enfin, à quel moment vous avez réussi à trouver cet équilibre? Est-ce que vous avez eu quand même des phases où tu t'es senti totalement dépassé? Parce que j'entends que le temps en famille, ça puisse être du temps pour soi, mais c'est quand même aussi du temps où on investit énormément d'énergie, quoi. Et quand les enfants sont petits, c'est quand même beaucoup d'énergie qui part et qu'on a du mal à récupérer. J'ai mis en place plein de trucs aussi, là. Tu sais, nous, les deux, je dis toujours aux parents, quand ils m'entendent parler de mes 7 enfants, ils comprennent pas comment ça puisse être possible. Je tiens à dire que je me souviens quand j'enseignais, j'avais une collègue qui avait 4 enfants. Je trouvais ça très impressionnant. Juste pour vous dire, là, quand on l'a pas vécu, de l'extérieur, ça semble immense. Mais honnêtement, ce n'est pas si immense que ça. Puis je dis souvent que les plus difficiles, c'est les 2 premiers. Tu peux développer ça? Je peux développer certainement parce que c'est la base. C'est quand on a nos 2 premiers enfants qu'on construit notre culture familiale. Et là, tout est en construction. On a en plus pas d'expérience, donc on a peur un peu, on est inquiet de est-ce qu'on a les bonnes stratégies parentales? Parce que ça, c'est quelque chose dans l'air du temps présentement. On réfléchit beaucoup sur les stratégies parentales, sur l'impact sur nos enfants, puis tout ça, puis c'est très important de le faire. On a un peu cette incertitude-là, cette inquiétude-là. On n'a pas nécessairement de l'expérience, donc nos stratégies sont pas toujours bonnes. Puis on pense qu'on a besoin d'avoir des résultats tout de suite. On vit moins bien avec les vagues aussi. On sait que chaque fois qu'il y a des moments de crise chez nos enfants, c'est souvent une période où ils développent quelque chose, où il se passe quelque chose dans leur vie. Puis c'est souvent suivi d'une période d'accalmie. Ça, on le constate au fil du temps. Donc, et en plus, on construit notre culture familiale. Donc, dans le sens où qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. C'est un travail de couple aussi, là. Donc, il y a quelque chose qui se construit avec ces 2 premiers enfants-là. Souvent les 2, parce que le premier vient avec ses défis à lui, son caractère à lui. Donc, il nous amène à réfléchir sur certaines choses. Le deuxième est souvent très différent du premier. Souvent, ça arrive. On dirait qu'il va développer des choses que l'autre n'a pas. Et là, on se solidifie. Puis après, ces 2 premiers enfants-là, on a vu aussi l'impact de nos stratégies parentales sur ces enfants-là qui ont grandi. Et là, on apprend à se faire confiance. On apprend à être plus sûr de nous. On sait ce qu'on veut. On sait on accepte ce qu'on n'accepte pas comme parents. On a appris à mettre nos limites. On a appris à faire ce cadre-là. On a acquis de l'expérience. On sait maintenant que les vagues vont passer et que ça va bien aller, que c'est temporaire. Après tout ça, et non seulement, je vais aller plus loin que ça, nos plus vieux ont développé leur autonomie, on les a bien encadrés, et là, eux, ils donnent le ton à tous les autres qui vont suivre. Et je vous dirais, là, honnêtement, on n'est pas obligé d'aller là, mais quand on aime les enfants, après, là, quand on a un enfant de 5, 6, 7 ans, qui a déjà, tu sais, à 7 ans, on commence quand même à être assez autonome, puis on est capable de donner l'exemple à l'autre, puis même on s'implique, notre petit frère ou notre petite sœur, auprès de notre petit frère ou de notre petite sœur. Je vous dirais que le 7e enfant, c'est tellement facile. C'est incroyable à quel point c'est facile. Au point de vue, je veux dire éducation, plutôt, là, parce que c'est sûr que la charge de travail est quand même un peu plus grande, là. Je vous dirais que c'est surtout les repas et la lessive. Ça, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de gestion, puis ça prend beaucoup d'énergie. Mais au point de vue éducatif, mon petit Léo qui a 2 ans, j'ai pas besoin d'intervenir avec lui, jamais. C'est la communauté familiale qui l'éduque. Oui, oui, exactement. Mais le mélange des âges est extraordinaire, hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les travaux de Céline Alvarez, j'imagine que oui. Oui, bien sûr, oui. Dans son livre Les lois naturelles de l'enfant, quand elle parle du mélange des âges, c'est incroyable ce que les enfants d'âges différents
peuvent s'apporter entre eux. Ça leur permet une évolution là, hyper rapide. En fait aussi, c'est le fait d'avoir plusieurs enfants autour de nous, quand on est un jeune enfant, ça nous permet de ne pas avoir à tester plein de choses. Parce qu'on regarde ce qui se passe. On le voit souvent si les enfants vont à la garderie ou quand ils rentrent à l'école, on voit souvent un bond parce que tout d'un coup, ils sont témoins de ce que tous les autres enfants font. Et là, ils se disent, ah, lui a fait ça, il y a eu telle réaction ou il y a eu tel résultat. J'ai pas besoin d'aller là, je le sais, je le ferai pas, c'est pas une bonne idée. Ou au contraire, telle personne a fait ça, ça a donné plein de choses positives. Je vais suivre cet exemple-là. Donc là, il y a plein d'exemples autour des enfants qui font qu'ils évoluent super rapidement. Nous ici, par exemple, on a un bébé qui est arrivé, donc un deuxième enfant qui est arrivé, Oui, qui est arrivé en félicitations. février dernier. Merci. Donc en effet, c'est un challenge qui est différent, c'est sûr. On découvre bien que ça, c'est vraiment très différent d'un enfant à l'autre. En tout cas, en ce qui nous concerne. Je vois bien aussi le côté challenge. Après, nous, on a le choix d'un écart d'âge qui est assez grand puisqu'il y a 5 ans et demi entre la première et le deuxième. Et par contre, ce que je constate tout de suite, du coup, c'est le bénéfice, en effet, d'avoir la grande qui est capable, par exemple, en fait, Sarah, à 6 ans, là, qu'elle a maintenant au moment d'enregistre, elle est tout à fait capable de surveiller, on va dire, son frère pendant que je prends ma douche, quoi. Tout simplement. Donc, je peux prendre une douche tranquillement, avec un bébé qui est pas abandonné, qui pleure pas et tout. Donc voilà, il y a beaucoup moins de stress. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est différent. Ouais. Il paraît que ce sont les 2 premiers les plus durs. T'es pas la première à me le dire. Et on m'a dit moi aussi que c'est à partir du 4e que vraiment ça devient très facile. T'es d'accord avec ça? Ouais, effectivement. Non, c'est vrai. Si on se rend là, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir Oui, bien sûr, ce. bien sûr. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire 4 enfants, par exemple. Non, mais c'est merveilleux. En fait, c'est que c'est tellement. On est tellement bien. C'est comme les premières années d'un job, là. Après, on monte les échelons, on a de l'expérience, on est capable de coacher, tu sais, les autres, on est solide. Honnêtement, je pense que la plupart des parents n'arrivent jamais à ce stade-là. C'est dommage parce que, tu sais, je veux dire, on a des familles plus restreintes aujourd'hui et c'est tout à fait normal parce que le coût de la vie, etc., ça prend il y a beaucoup de sacrifices quand même derrière une famille nombreuse, mais on n'arrive jamais à cet état de plénitude-là quand on est parent de 2 enfants, je trouve. On est toujours challengé, toujours, toujours. Puis c'est ça un peu que j'ai plus. Je suis encore challengée. Je ne veux pas dire, moi, je suis parfaite, je connais tout de la maternité, je ne rencontre plus aucun défi. C'est pas ça. Je fais face à ces défis-là avec une plus grande zénitude et une plus grande confiance. Mais les écarts d'âge, c'est le fun des enfants collés, là, vraiment collés un sur l'autre, mais j'avoue que l'écart d'âge, c'est magnifique. C'est magnifique de voir la relation tu sais, je prends mon grand Louis, qui a 14 ans, qui va avoir 14 ans, et son petit frère Raoul, qui lui a 7 ans. Et ces deux-là, là, c'est comme ça. Il l'amène dans toutes ses aventures, il lui enseigne tout, tu sais, c'est un adepte de pêche. Il enseigne tout à Raoul. Et Raoul n'a Dieu que pour son frère. Là, ils ont une connivence et c'est beau, cette relation-là. C'est vraiment beau. Alors que collés, les enfants peuvent être très près en amitié parce qu'ils partagent un peu les mêmes expériences, sont très rapprochés en âge, mais cet écart-là, c'est beau. Je trouve que c'est un beau choix quand même. Quand on décide pas d'avoir une famille nombreuse, de mettre un écart d'âge comme ça. C'est beau. Nous, on va s'arrêter à 2. Hein. Mhm. Je vais me faire une petite vasectomie vite fait. Et puis on va s'arrêter là. Mais la question aussi qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que tu fais pour gérer les besoins de tout le monde. Alors, attention, quand je dis tu, je parle bien sûr du couple parental parce que tout ne repose pas sur la mère, rappelons-le quand même, c'est important. Comment est-ce que tu arrives à répondre aux besoins de tout le monde un petit peu? Quelle stratégie vous avez mis en place pour rester organisé et maintenir une certaine harmonie à la maison? En fait, quand je disais, il y a une culture familiale qui se construit avec le temps. Il y a des choix qu'on a faits. Et Philippe et moi, oui, effectivement, on est vraiment un duo, là. On est tous les deux autant impliqués dans la charge mentale l'un que l'autre. Mais je dirais que notre culture familiale, elle repose sur 5 grands principes, là, si je peux dire ça comme ça. Premièrement, la valorisation de l'autonomie, ça, c'est quelque chose qui est primordial dans notre vie.
Pour nous, les enfants doivent être autonomes, ils doivent faire les choses par eux-mêmes et surtout se valoriser là-dedans. On valorise beaucoup cette autonomie-là. Donc, on va pas nécessairement, oui, on les responsabilise, mais on va pas leur donner des responsabilités qui dépassent leur niveau de développement. Donc, c'est sûr que ça devient pas les parents de leurs petits frères, là. C'est pas ça qu'on veut, mais on va beaucoup insister pour développer cette autonomie-là et la valoriser. Ça, c'est une première chose. Le partage des responsabilités entre nous deux, ça, c'était toute une histoire dans notre vie sur 14 ans. On pourra en discuter. Le partage des responsabilités entre Philippe et moi, mais donc les enfants sont autonomes, nous, on se partage les responsabilités. On est très alignés sur nos valeurs, puis on est très résistants. Ça, ça, c'est difficile à faire parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et le besoin de consommation et de vivre des expériences extraordinaires. Et bon, c'est difficile à gérer. On veut être tout à la fois parce qu'on veut tout vivre. On veut tout vivre. On a une vie puis on a l'impression qu'on ne pourra pas tout vivre. Nous, on résiste à certaines envies, à certaines pulsions. On a décidé vraiment de s'aligner sur nos valeurs à nous. C'est à quoi que vous résistez exactement? C'est un exemple concret? Oui, un exemple concret, déjà au niveau du rythme de vie, tu sais, c'est sûr qu'on ne voyage pas énormément. C'est sûr que, tu sais, on a fait des choix comme par exemple, on n'a pas des voitures de luxe non plus. Autre chose qu'on a, ça, c'est plus du côté financier, consommation et tout ça, là, parce qu'on a décidé d'avoir cet enfant. Je vous donne imaginez la facture d'épicerie, là. Il y a des choix qu'on a dû faire. Aussi, des trucs, par exemple, sur le parascolaire, les activités parascolaires, les cours, le fait de dire, OK, il faut absolument stimuler nos enfants là, à fond. On a développé des façons de le faire ici à la maison. On a construit, par exemple, un chalet en bois rond où il y a toutes sortes d'activités extérieures où les enfants peuvent explorer la nature librement. On a développer autre chose autour de nous pour pas être obligé justement de courir tous les cours de soccer, de foot ou ici on dit soccer, mais je sais que vous c'est le foot ou autre chose du genre là. Il y a des choses comme ça que mes enfants vivent pas, que d'autres enfants vivent. C'est ça quand je parle de résistance, c'est un peu ça aussi de résister à ces courants-là là, qui peuvent nous faire sentir coupables un peu parfois. Au niveau du leadership, ça prend beaucoup de leadership pour être aussi parent de famille nombreuse parce qu'il faut orchestrer tout ça. Puis il faut absolument que nos enfants participent aux tâches. Donc, organiser ça, juste gérer la participation aux tâches de 7 enfants, ça demande du leadership, vraiment. Il faut être capable de coacher nos enfants, il faut répéter souvent, il faut donner des moyens pour que ça arrive, pour que les choses se passent. La dernière chose, je dirais, et j'ai consacré mon dernier livre, en fait, c'est la ritualisation. De ritualiser ce qui se passe dans nos vies. Pas juste les petits rituels quotidiens, mais vraiment ritualiser sur une année complète ce qu'on a l'habitude de faire pour on devient comme efficace au fil des années quand on fait les choses toujours de la même façon. Il y a une belle efficacité qui sort de là. Tu sais. Donc, on a nos petits rythmes saisonniers, on fait les choses pas mal toujours au même moment de l'année, de la même façon. Ça fait que les enfants sont capables de participer plus facilement aussi parce que tout est ritualisé. Fait que je dirais que c'est pas mal les 5 piliers, je dirais, de notre culture familiale qui fait qu'on y arrive. Tu évoquais le partage des responsabilités, tu évoquais la charge mentale. Bon, tu évoquais aussi beaucoup de lessive. C'est combien de lessive déjà cet enfant avec 2 adultes? C'est pas moi qui fais la lessive. On parle de partage, là. Je ne touche jamais à la lessive. C'est Philippe qui s'occupe de la lessive et moi, je m'occupe des repas. Les 2 pôles, on les a séparés. J'aide, je dis, je fais pas de lessive du tout, là. C'est un peu faux, là. Ça m'arrive de faire une lessive de temps en temps, mais c'est pas moi qui ai la charge des vêtements. Ça, j'ai pas la charge. Je vais donner un coup de main, mais c'est pas moi qui gère. Et surtout, je ne donne pas mon avis sur la façon dont c'est fait, à quelle fréquence c'est fait, comment c'est fait. Je ne m'en mêle pas. Je veux pas être. Ça, c'est quelque chose qu'on a. Quand quelqu'un le fait, on ne juge pas, on n'émet pas de commentaires, on peut discuter, mais surtout, je vais pas dire ah mais t'as mal détaché le petit l'habit de ou je m'en mêle pas. Euh, mais je dirais un nombre de lessives. Aux 2 jours, on fait une grosse lessive, je dirais. Ouais, Donc tous les 2 jours, quoi. tous les 2 jours, ouais. Et ce partage des responsabilités, comment c'est venu et aussi qu'est-ce que ça a amené comme défi peut-être pour le couple tout court?
Il y a eu, je dirais, des années un peu plus olé olé, là, en ce sens où, tu sais, je reviens au départ. Moi, j'ai mon premier enfant et moi, j'ai toujours, je savais que j'avais la maternité en moi. Là. J'ai une sœur qui a 10 ans de plus que moi, qui a eu des enfants à 20 ans. Donc, à 11 ans, j'étais tante. J'avais plein de cousins, cousines plus vieilles qui avaient plein d'enfants. On était une famille où on se fréquentait beaucoup, là, les cousins et les cousines. Donc, j'ai toujours eu un bébé dans les bras. Pour moi, c'était facile. J'ai cette chance-là aussi. C'est un autre des privilèges que j'ai eu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent leur enfant et c'est leur premier bébé. Si c'est la première fois qu'ils prennent un enfant, moi, j'avais pas. Je crois que c'était mon cas. C'est ça. C'était le cas de Philippe aussi. Mais puis ça aussi, c'est difficile dans la parentalité parce qu'il y a eu une coupure à un moment donné. Comme les familles sont moins nombreuses, ben souvent, il y a 2 enfants, puis après ça, il y a plusieurs années sans qu'on soit en contact avec des jeunes enfants, puis avec des parents de jeunes enfants. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir toujours autour de moi. Ce qui fait que, bon, j'ai eu mon premier enfant et là, j'avais mon bagage d'enseignante et là, je me suis donnée à fond. J'ai tout organisé, j'ai tout pris sur mes épaules parce que j'aimais ça. J'avais envie de ce rôle-là. Ce que j'avais pas réalisé en faisant ça, c'est que je mettais une énorme pression quand même sur mon conjoint parce que je faisais tout et je faisais tout en excellent. Je veux dire, tu sais, pas que j'étais si bonne que ça, là, je veux pas nécessairement me vanter, mais je me donnais beaucoup. J'ai mis beaucoup d'énergie à construire ça. Et après ça, il y a eu le deuxième, même chose, je me suis beaucoup donnée. Et là est arrivé le troisième, j'ai toujours continué à me donner, mais là, il y a eu l'idée d'entreprise. Et là, je me suis mis. Au début, c'était un petit projet. Là. Je ne devais pas avoir une entreprise de cette envergure-là, là, quand même. C'était pas ça l'objectif. Je me suis pris au jeu. J'aimais ce que je faisais. J'aime encore ce que je faisais, mais ce que je fais, je veux dire, mais c'est ça. Donc là, j'ai commencé à donner plus de temps à l'entreprise et qui dit plus de temps à l'entreprise dit moins de temps pour la famille. Ce qui fait que Philippe, là, c'est un père extrêmement engagé. Il est toujours en train de réparer quelque chose, de construire quelque chose. Il était vraiment là pour un autre pan de notre vie de famille parce que moi, je gérais tout le quotidien. La gestion quotidienne, c'était moi. Lui, il pouvait comme vaquer à d'autres types de projets, puis c'était parfait comme ça. Tout ce qui était de la sphère du care, c'était donc plutôt toi. Oui, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Oui. Donc, mais je le faisais avec plaisir. J'avais toute l'énergie. J'avais pas l'impression que je me sentais pas du tout lésée. Lui, il bonifiait notre vie d'une autre façon. Tu sais, en fait, il était pas assis sur le sofa à rien faire puis à se faire servir. Là. Il faisait plein de choses. Tu sais, il bonifiait vraiment notre vie. Il a rénové la maison. Bon, c'est ça. C'est comme ça qu'on fonctionnait. Mais là, quand l'entreprise est arrivée, moi, je me suis mis à donner plus de temps et ça devait pas nécessairement prendre cette place-là. Ce qui fait que Philippe a pris tranquillement une plus grosse part de la charge mentale. Donc, disons que je suis partie de 80% de la charge mentale à 80-20, si on veut, à 60-40. De son côté, 60% de la charge mentale à cause de l'entreprise. Et ça s'est fait, puis l'entreprise a grandi. Ça s'est fait sur plusieurs années, là, cette espèce de... C'est le balancier a changé de côté, si on veut. Ça s'est fait graduellement, mais c'était difficile. Ça a été très difficile parce qu'on avait comme... On a dû défaire beaucoup de choses. Pour lui, ça représentait moins de... Je ne veux pas dire de liberté parce que ce qu'il faisait, il le faisait pour sa famille, mais il y avait moins de temps quand même pour faire ces choses-là qu'il aimait faire. C'est pour lui aller construire quelque chose, aller réparer, c'est des choses qui se plaisaient. Il y avait moins de plaisir à cuisiner, à penser aux rendez-vous médicaux, à penser à tous ces trucs-là. C'était moins plaisant pour lui, c'est sûr. Puis moi, je venais bousculer cet équilibre-là familial. Donc, c'est sûr qu'on a eu plusieurs discussions et moi, là, j'ai vécu des années de culpabilité là, incroyables. Ah, je me sentais là, coupable sur toute la ligne. Et là, je peux te dire que ça fait comme 1 an ou 2 que je me sens moins coupable. Et la raison pour laquelle je me sens pas coupable, c'est pas une bonne raison, mais je vais la dire quand même, c'est parce que mon entreprise a réussi. Je me serais vraiment sentie coupable d'avoir essayé de monter quelque chose qui aurait pas fonctionné. J'aurais eu l'impression de gaspiller ces années-là, puis de pas avoir été suffisamment présente. On a tous nos petits nœuds, puis nos petits trucs, là, mais moi, je me sentais très, très coupable. Mais là, ça va, parce que je sais, encore une fois, l'expérience arrive en ligne de compte. Et là, je vois mes enfants qui m'ont vu ils m'ont vu travailler. Moi, je me sentais coupable de travailler à la maison parce que nos enfants, dans ces cas-là, ils se disent, tu travailles tout le temps.
mais on travaille pas plus que quelqu'un qui va à l'extérieur. C'est juste qu'ils sont témoins de notre travail. Alors là, ils ont l'impression qu'on travaille tout le temps, alors qu'on travaille des heures normales, comme tous les gens autour. Mais toutefois, ils ont été témoins. Et là, je vois mon grand qui commence à avoir un peu une fibre entrepreneuriale. Il ose faire des projets. Ils ont été témoins de mes rencontres. Ils m'ont entendu travailler. Donc, ça les a construits aussi. Maintenant, avec du recul, je suis capable de me dire que je me suis sentie coupable pour rien, mais vraiment pour rien. C'est une grosse adaptation pour notre couple. Mais aujourd'hui, ça prend un temps avant que les habitudes se créent. Aujourd'hui, c'est notre nouveau quotidien, c'est notre nouvelle façon d'être, puis tout le monde est heureux avec ça. Je pense qu'on n'a pas le choix d'avoir des discussions, de faire bouger les choses comme ça. Puis c'est pas toujours facile, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est très beau ce que tu dis. Après, j'entends, moi, dans ce que tu as raconté, j'entends qu'il y a quand même eu des sujets par rapport au rôle de chacun et de chacune dans la famille. Il y a peut-être aussi des sujets stéréotypes de genre. Quand tu dis qu'on a dû défaire des choses, j'imagine que c'est ça que tu parles. C'est quoi le rôle d'un homme? C'est quoi le rôle d'une femme dans le foyer? On a des stéréotypes qu'on traîne. Et puis c'est hyper intéressant ce que tu dis Philippe parti à ce moment-là, bien sûr. Philippe, chapeau bas, Philippe, pour gérer 60% de la charge mentale de cet enfant, il n'y a pas de souci. Mais du coup, à l'époque, c'était surtout le bricolage. En fait, c'était des choses qui lui faisaient plaisir et c'était pas vraiment de la contrainte. Alors qu'en fait, la charge mentale, il y a quand même un côté contrainte. Il faut que ce soit fait, qu'on ait envie ou pas de le faire. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Donc, j'imagine que cette transition, tu dis, elle a pris plusieurs années. Bon, visiblement, ça s'est bien passé. Est-ce qu'il y a vraiment eu quand même des moments dur dans le couple, parce qu'en plus, si je me trompe pas, vous avez continué à faire des bébés entre-temps. Ouais. Mais ça, c'est nous. Nous, là, je pense que c'est ça qui fait qu'on se lève chaque matin. C'est de voir C'est ces faire des petits bébés. humains-là. Oui. J'arrêterai jamais. Je pourrais continuer toute la vie. Ah, tu penses que tu vas continuer, là? Je sais pas. On est en réflexion. On ne sait pas. Je sais pas, en fait, si je suis juste en train de faire un deuil tranquillement, puis je veux pas fermer la porte dans ma tête parce que c'est difficile à faire, là. Mais nous, tu sais, le soir, on se couche, puis on jase de nos enfants. Puis moi, ce que j'aime, c'est de fabriquer des petits humains, puis de les voir grandir, puis prendre leur place, puis comprendre ce qu'ils deviennent. Puis on les trouve extraordinaires, là. Tu sais, on a tellement de plaisir à en discuter. Ah, est-ce que tu as vu? Puis regarde qu'est-ce qui est devenu. Et les as-tu vus ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On adore ça. C'est notre gagne-pain. C'est ce qui nous donne tout le temps l'énergie d'avancer, là. C'est vraiment ça. Mais je dirais quand même, Philippe vient d'un milieu où, en fait, son père les a gardés à la maison. Ils ont eu une ferme pendant un temps. Sa mère travaillait à l'extérieur, puis lui, il gardait la ferme. Donc, son père cuisine. Et il vient vraiment d'un milieu où il n'y avait pas tant de différence entre les hommes et les femmes. On partait pas de loin, là. C'est pas ça du tout, là. Et vraiment pas. On partait pas de loin. Il a toujours été très impliqué. Mais c'était le fait, je pense, surtout que c'était ma vie professionnelle qui commençait à prendre cette place-là, qui commençait à prendre une grosse place dans nos vies. C'était pas tant je dois en faire plus, mais pour quelle raison je dois en faire plus? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre la vie d'entrepreneur dans tout ça en plus de ce qu'on a déjà? Je pense que c'est plus ça qui était le nerf de la guerre, là. Mais sinon, il n'y avait pas trop de stéréotypes de genre quand même au niveau des tâches, pas vraiment. Mais c'est ça, c'est plus parce que c'est des choses qui sont moins agréables à faire, moins le fun à faire. Tu sais, le travail ennuyeux. C'est lui qu'on n'a pas nécessairement envie de faire. Mais tu sais, ici, on a une règle, là, c'est personne ne s'assoit tant que tout le monde ne peut pas s'asseoir. Ah, c'est bien ça. Ouais. Il y a pas, tu sais, on se dit pas, ah, ce soir, c'est toi qui le fais, puis moi, je m'assois, ou demain, c'est toi qui le fais, puis moi, je m'assois. Ça arrive pas. Personne ne s'assoit tant que tout le monde ne peut pas s'asseoir. Puis c'est la même chose pour les enfants. Tu sais, si on sort de table, quand on sort de table, c'est pas normal que tu sois assis. Moi, j'ai cuisiné les repas. Là, maintenant, je dois pas être seule à tout faire. Donc, ensemble, ça va vite en plus. Ça, c'est l'avantage d'avoir une famille nombreuse. Ensemble, à neuf, là, les petits les tout petits peuvent pas nécessairement collaborer, mais ça va vite. Faire le ménage d'une maison, nettoyer une maison de fond en comble avec plusieurs personnes, ça va vite. Et c'est ce que je leur dis, c'est l'avantage qu'on a. On va vite à la gang. Oui, mais aussi parce qu'il y a une autonomisation derrière, tu vois. Et ça, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que j'aime bien, tu vois, c'est l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est vraiment cette idée de communauté familiale. C'est-à-dire que les grands, comme tu le disais par rapport au sommeil, les grands ont des privilèges de se coucher plus tard, visiblement. Je suppose qu'il y a d'autres privilèges peut-être relatifs aux écrans, à des choses comme ça. Mais ça vient aussi avec
des responsabilités différentes. Je veux dire, c'est donnant-donnant, quoi. Ben, on parlait tout à l'heure des produits de Les Belles Combines, là, parce que chez Les Belles Combines, on a des produits physiques, mais on a plein de petits téléchargements ou des petits trucs, là. Puis une chose qu'on partage justement, c'est cette espèce de parcours d'autonomie, donc niveau par niveau, tout ce que je suis capable de faire pour aider ma famille, ça vient avec des privilèges. Donc, grandir chez nous, c'est pas juste avoir plus de responsabilités, c'est avoir aussi plus de privilèges. Et ça, c'est super important pour des enfants qui veulent grandir. Là, je vais te donner un exemple. On a créé, et puis de petits rituels aussi, quand je parle de ritualisation, il y a un peu de ça. On a créé un permis de conduire à vélo à partir de l'âge de 8 ans, là, peut-être, ben, tout dépendant de l'endroit où on habite. Là. Nous, on est à la campagne, donc c'est quand même assez sécuritaire de se promener, de se balader en vélo. Mais là, on a un permis, donc on apprend la théorie. Après ça, il y a un permis pratique. Et là, quand l'enfant, on sent que, tu sais, il est quand même assez, il a bien appris les bases de la sécurité à vélo. Mais là, on lui donne son petit permis et là, il a le droit de se promener dans un périmètre autour de la maison tout seul. Et là, chaque année, on élargit son périmètre. Souvent, on va donner des libertés à nos enfants comme ça. Un matin, on décide que, ce matin, tu es prête, tu peux marcher jusqu'à l'épicerie ou tu peux aller chez ton ami. Nous, on a décidé de les associer à tu es capable d'avoir ces responsabilités-là. Donc, maintenant, je juge que tu es suffisamment mature et j'ai suffisamment confiance en toi pour que tu puisses avoir cette liberté-là. Donc, d'associer un peu ça dans la tête de l'enfant, ça fait aussi du cheminement. Ça lui donne envie d'en faire davantage et de se responsabiliser parce que, OK, je fais ça, on me fait confiance. Après, j'ai la permission de faire ça. Il y a une équation qui se fait qui donne envie de grandir parce que souvent, si grandir, c'est juste avoir plus de responsabilités, c'est pas tant intéressant. C'est hyper intéressant comme approche. Et puis en plus, moi, j'y vois autre chose, c'est que on donne la confiance à l'enfant. C'est-à-dire que, tu vois, cette histoire de permis à vélo, par exemple, peut-être que par rapport à quelque chose, alors que moi, personnellement, je juge pas les personnes qui le font, hein, mais moi, personnellement, c'est pas un choix que je ferais. Tu vois, par exemple, de mettre un traceur GPS sur l'enfant. Je préfère, en effet, tu vois, j'aime bien cette idée de, écoute, là, t'as tel âge, tu maîtrises tel truc, tu as tel périmètre autour de la maison. Je suppose qu'en plus, j'imagine que le périmètre, vous avez déjà dû vous promener ensemble pour voir Ben ce que ça oui, donne oui. avant, tu vois. Et puis après, hop, on élargit le périmètre, etc. Donc, non, je trouve que c'est hyper intéressant. Et surtout, ça matérialise. Dans un monde où tout est très dématérialisé, là, tu vois, c'est très matériel, en fait, quand même. C'est vraiment très... tu vois ce à quoi tu as droit et tu peux le mesurer. Puis ça développe une espèce de logique de ça vaut la peine de faire des efforts. Tu sais, je me souviens, tu sais, parce qu'en fait, on utilise les niveaux, on a des magnétos avec des tâches selon l'âge des enfants. Et je me souviens, j'ai dit à Louis, bon, maintenant, je pense que tu es assez grand pour donner un coup de main. Tu es capable de laver la salle de bain et la toilette. Imaginez les yeux d'un enfant qui ont dit, maintenant, tu vas laver la toilette. La cuvette de la toilette, là. Puis là, au début, c'était, oh non, moi, je veux pas faire ça. Je dis, c'est dommage parce que moi, je pense que quand on est rendu là, à ce niveau d'implication-là, on est prêt à avoir de l'argent de poche chaque semaine. Je voulais pas dire je vais te payer pour laver la toilette. C'est pas ça du tout. Je pense que si tu es suffisamment grand pour t'impliquer comme ça dans les tâches ménagères à ce niveau-là, parce que je comprends que c'est pas une tâche qui est agréable, mais si tu es capable de dépasser ton dégoût pour donner un coup de main. Moi, je pense qu'il y a un degré de maturité là, qui vient, puis je me disais qu'on pourrait peut-être passer justement à l'argent de poche. Tu vas être capable aussi de gérer de l'argent de poche, on est rendu là. Et là, tout d'un coup, ça a comme changé il s'est dit, OK, je vais le faire. On monte comme ça, on gradue là, tranquillement pour expliquer. On s'implique davantage, je m'implique, ça te donne davantage de responsabilités. On grandit comme adulte. Puis, parce que, en fait, cette idée-là m'est venue je me souviens très bien le soir où j'ai eu cette idée-là, puis je me suis dit, il faut que je gradue aussi les libertés, les privilèges de mes enfants. C'est que Simone était couchée, je suis montée avec un plat de popcorn après que tout le monde soit couché pour aller avec Philippe écouter un film. Puis là, elle me dit, c'est pas juste. Moi, je suis couchée, puis toi, tu t'en vas écouter un film. Là, je lui expliquais, oui, je comprends que ça, c'est dommage parce que tu aimerais ça toi aussi écouter un film. Puis c'est vrai que ça a l'air le fun, ça a l'air d'être un adulte, c'est plaisant, mais j'ai dit, il y a beaucoup de responsabilités qui viennent aussi avec le poids d'être un adulte. Le poids des responsabilités d'un adulte est vraiment plus grand. Et là, je me suis dit, OK, mais il faut que je les aide à concevoir ça parce que un jour, ben déjà, il y a des injustices supposément parce que, mon frère plus vieux peut faire ça et pas moi. Oui, mais ton frère plus vieux doit accomplir telle responsabilité que toi, tu n'as pas besoin de faire parce que tu es plus jeune. Donc, tu sais, d'un peu d'expliquer ça pour dire, c'est pas, personne n'est égal,
mais il y a une certaine équité dans la gestion des responsabilités, donc, puis des privilèges. C'est marrant, tu vois, parce que nous, Sarah nous a fait elle m'a fait la réflexion il y a pas longtemps parce qu'elle m'a dit oui, c'est pas juste, toi, moi je dois me coucher et vous, vous allez pas vous coucher. Et la première chose que je lui ai dit, c'est, et ce qui était la vérité, c'est je lui ai dit mais tu sais ce que je vais faire moi, quand je vais pas aller me coucher là, d'abord, avant de faire quoi que ce soit, de me reposer, je vais ranger, je vais nettoyer, je vais faire la vaisselle, je vais lancer la lessive. Je lui dis est-ce que tu penses que tu as envie de faire ça toi, à ton âge d'enfant? Est-ce que tu penses que c'est ton rôle? Ah ben non non non. Ouais, mais après, tu vas peut-être regarder quelque chose. Je fais oui, après, j'ai regardé quelque chose, mais je pense que j'ai le droit. J'ai la responsabilité de faire tout ça, et ensuite, j'ai le droit au repos. Tout comme toi, tu as droit au repos plusieurs fois dans la journée, tu vois. Et nous, du coup, donc il y avait ça, et ensuite on a eu le cas là, tu sais, une petite régression à l'arrivée de Lucas, parce que il est très porté, etc. Voilà, on est forcément très sur lui, c'est un nourrisson, donc voilà. Et elle nous a dit aussi, moi aussi maintenant je veux être un bébé. Mais en fait, au lieu de s'offusquer, au lieu de se moquer ou quoi, on lui a dit mais il y a pas de problème ma chérie, tu vas être un bébé, il y a pas de souci. Par contre, attention, si tu veux qu'on te traite comme un bébé, donc on va te porter tout le temps, il y a pas de souci, on a des porte-bébés pour, c'est pas un problème. Mais par contre, ça veut dire que tous les privilèges de ton âge s'en vont avec. Donc l'écran, le jeu toute seule, dehors, etc. C'est plus possible en fait, puisque tu vois bien que Lucas, c'est pas ce qu'il fait. Lui, il a pas accès à tout ça. Et là, en effet, tu vois, on l'a vu réfléchir en mode ah oui, d'accord. Donc il y a des choses auxquelles j'ai accès, auxquelles j'ai pas accès. Et après, en plus, tu vois, ça permet d'ouvrir le dialogue. Si après, ce que tu es en train de nous dire, c'est j'ai l'impression que là, je suis un peu moins câliné et ça me manque et tout, tu nous le dis comme ça et on va te faire plus de câlins, tu vois. Et ça marche. Mais en effet, ce côté que tu évoques de mettre en avant, sans tomber dans la menace, tu vois, mais juste mettre dans la balance. C'est, t'as tel statut aujourd'hui d'enfant dans la famille, dans la société, etc. Ça te donne tel privilège et telle responsabilité, quoi. Et ça fonctionne, hein? C'est très efficace comme stratégie. Très, très efficace de mettre vraiment l'emphase sur le privilège et les libertés que les enfants ont. J'invite l'auditoire à aller consulter le site Les Belles Combines. C'est vrai qu'il y a plein de petites choses qui sont aimantées, sur lesquelles on peut écrire pour organiser tout ça. Je laisse les gens les voir, mais en effet, nous, on en a à la maison. On a le tableau le mensuel, on a les petits tableaux aussi sur certaines tâches. Tu nous as expliqué comment ta vie de famille, comment le fonctionnement que toi tu as réfléchi avec les enfants, tu viens de le faire avec cette histoire de popcorn, avait inspiré des choses aussi, des outils que tu mets en place sur les belles combines. Mais j'ai vraiment envie de savoir, moi, est-ce qu'il y a des idées, des routines ou des idées d'organisation qui viennent des enfants eux-mêmes? Parce que tu sais, moi c'est un truc que j'aime beaucoup quand ça vient des personnes concernées, quand ça vient des enfants, les idées éducatives, parce que je les trouve incroyablement inventive et avec beaucoup d'imagination. Est-ce que c'est le cas dans tes produits? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été pensées par les enfants? Je dirais pas qu'il y a des choses qui ont été pensées par les enfants. Chaque produit, par contre, a été discuté avec les enfants. Ils ont quand même participé, quoi. Okay. Oui, la plupart des produits, donc, non seulement ont été rodés, en quelque sorte, je dirais, par les enfants. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin, on s'est assis, j'ai discuté un peu de l'idée de départ, puis après ça, on a testé des choses, mais j'étais toujours en rétroaction avec eux. Par exemple, quand on a fait le magasin général, l'idée du carnet d'épargne qui vient avec le magasin général, c'est venu d'eux un peu, dire, mais j'aimerais ça garder mes jetons, mais là, on n'a pas de place pour les mettre. Puis là, si je les garde dans ma banque de jetons, on n'aura plus de jetons physiquement. Tu sais, à un moment donné, notre banque de jetons va être épuisée parce que j'en mets en banque. En fait, on avait un problème, on n'avait plus de jetons du tout parce que, peut-être pour faire la petite histoire du magasin général, là, quand les enfants font leurs tâches, là, ils accumulent des petits jetons, puis après, ils peuvent échanger les jetons contre certains privilèges ou certaines petites récompenses. Puis là, ils accumulent leurs jetons. Des fois, ils les mettent ensemble. Donc, en famille, on se fait une récompense familiale. Puis, ils apprennent aussi à épargner leurs jetons, souvent, parce que dans notre boîte magasin, il y a 3 niveaux. Donc, il y a des trucs à 5 jetons, des trucs à 10 jetons, des trucs à 20 jetons. Puis, on a même des fois, quand les enfants ont des demandes, on fait la différence entre besoin et désir parce que leurs besoins sont comblés, mais leurs désirs passent par la boîte magasin. Puis, par exemple, c'est des choses qui demandent, qui sont un peu plus coûteuses, mais là, on va leur mettre plus de jetons. Donc là, ils doivent épargner leurs jetons pour arriver à accéder à cette récompense-là
entre guillemets, mettons-le très entre guillemets, c'est pas tant des récompenses que... C'est un système de renforcement positif. C'est un système de renforcement positif, oui, mais c'est que ce qu'il y a dans le magasin, c'est souvent pas des extras. Par exemple, je vais donner un exemple. Dans notre magasin général, il y a entre autres des crayons à colorier, de la pâte à modeler. C'est toutes les choses qu'on utilise, mais plutôt que d'aller les chercher au magasin directement, je les achète, je les mets dans le magasin et là, ils doivent venir chercher, par exemple, si on laissait la pâte à modeler ouverte puis elle a séché, ben ils doivent, ça les responsabilise en même temps d'aller chercher ce dont ils ont besoin. C'est comme la vie, en fait, qu'on a recréé, là, comme nous. C'est juste que plutôt que d'aller au magasin, ils vont dans ce petit magasin-là. Je trouve que ça les motive à faire des choses, mais ça leur apprend beaucoup aussi sur la consommation, ils font davantage attention à leurs choses. Donc, on va pas aller acheter toutes sortes de trucs dont on n'a pas besoin. C'est juste qu'on passe maintenant par cette boîte-là, puis des fois, on va un article de sport supplémentaire. Tu sais, on a même, à un moment donné, dû, à cause d'un enfant, mettre des mitaines, parce que des moufles, en fait, parce que on en avait un qui perdait toujours ses moufles à l'école. Puis on lui a dit, OK, mais là, si on veut, tu sais, je veux dire, ça coûte, il y a des sous là, derrière ces achats-là. Donc, on les avait mis dans le magasin et là, il devait les acheter avec ses jetons. Ça l'a soudainement, il a dit, ah ouais, OK, il a fait davantage attention. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça, là, plein de petites stratégies. Mais le petit carnet d'épargne, bref, ça venait d'eux. Au lieu d'acheter des choses dans le magasin général, ils mettent leur sous de côté. Puis là, ils n'achètent rien pendant un temps. Puis là, il y en a qui ont des carnets d'épargne bien garnis. D'autres, en fait, c'est ce que j'aime parce que, par exemple, le vendredi, souvent, on va échanger nos jetons. Là, ils viennent voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans la boîte magasin. Des fois, elle est très peu garnie. Parfois, il y a des choses. Des fois, il n'y a pas grand-chose. Donc là, soit ils peuvent acheter un petit truc parce que, bon, on va mettre des petites gâteries, une petite boîte de céréales un peu plus sucrée, un item de l'épicerie de leur choix ou ce genre de trucs-là. Et là, ils viennent voir le petit 5 jetons. Là, ils ont envie, ils veulent satisfaire une certaine pulsion d'acheter quelque chose tout de suite. Puis là, au fil du temps, on les voit qui font ah, j'ai juste 5 jetons, mais je vais attendre parce que bientôt, je vais en avoir 20 puis je vais pouvoir me procurer telle ou telle chose. Donc, il y a vraiment tout un concept parce que la notion de récompense, on n'est pas nécessairement, on veut pas que les enfants fassent des choses pour avoir des récompenses, hein. Mais je trouve que ça donne un boost à l'autonomie. Des fois, ça leur donne l'élan de faire quelque chose qu'ils jugent qui est pas le fun ou trop difficile ou trop lourd à faire. Puis ils le font un peu pour ça au départ. Ils l'expérimentent, ils se rendent compte que c'est pas si difficile que ça. Et surtout, ils expérimentent, je trouve, aussi le plaisir, même à la limite, derrière ça. Fait que c'est comme si, moi, je le vois comme un espèce de tremplin. Puis c'est sûr qu'on récompense pas ou on renforce pas une tâche ou quelque chose que ça devrait être normal qu'il soit fait. Mais des fois dans le quotidien, surtout pour les tâches routinières, là, tu sais, vider le lave-vaisselle, ranger sa chambre. Tu sais. Parfois, là, ils ont besoin de ce petit coup de pouce-là pour que ça se passe. Puis le magasin, il est là pour nous, tu sais, pour leur donner des fois le petit coup de pouce dont ils ont besoin parce qu'ils ont moins d'énergie ou quoi que ce soit. Ça, c'est un exemple de quelque chose qu'on a développé ensemble. Même on a réfléchi à qu'est-ce que c'est une bonne récompense. Non, ça, maman n'est pas d'accord pour mettre ça dans le magasin général. Mais où on est à l'épicerie, justement, je donne l'exemple, ils veulent avoir telle boîte de biscuits que moi, j'achète pas parce que ça fait pas partie de nos habitudes alimentaires. Et là, je leur explique, OK, mais par contre, ça va dans le magasin. Tu sais, ça va devenir comme un petit extra. Donc, il y a plein de réflexions derrière cette boîte-là. C'est ce que je trouve intéressant, tu vois. Et tu vois, je vais te dire, je sais pas à quel âge tu le mets en place, mais nous, tu vois, avec Sarah qui a 6 ans, tu vois, je pense que ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qui peut et qui doit se réfléchir parce que, alors, sous cette forme ou d'autres formes, ou pas du tout, hein, pour les familles qui s'intéressent pas, bien sûr. Nous, déjà, avec Sarah, il y a un point sur lequel je te rejoins avec beaucoup d'importance, c'est la différence entre besoin et envie. Tu vois, parce que par exemple, quand Sarah, elle me dit, papa, je veux manger, je sais pas, une glace, alors, là, tu vois, c'est l'été, généralement, elle en mange une par jour sans problème, il fait chaud et tout. Mais souvent, si elle nous dit, j'ai faim, bah, si t'as faim, ma chérie, il y a des fruits. Non, c'est pas ça que je veux et tout. Tu sais, elle nous a fait ça, tu vois. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Mais si tu sais ce que tu veux et que t'as une envie particulière, tu nous le dis. Par contre, en fait, c'est pas un sujet de faim. Tu as envie de manger une glace. Peut-être parce que ça te rafraîchit, etc. On verra, mais tu vois. Et je pense que c'est intéressant aussi de leur montrer que bah, des fois, quand on a des envies, mais on peut les assouvir, mais que
il y a peut-être des choses de responsabilité derrière. Donc cette idée de jetons à dépenser, je trouve ça intéressant. On a eu le cas aussi à la maison, là. Nous, ce qu'on a le cas, là, souvent, des fois, c'est que moi, je suis un adepte du rangement au fur et à mesure, tu vois. Vraiment, c'est mon dada. Malheureusement, je suis pas, tout le monde n'est pas adepte de ça dans les personnes qui sont dans la maison. Et c'est vrai que des fois, tu vois, je me retrouve avec Sarah, qui dit, non, mais j'ai pas envie de tout ranger toute seule, etc., etc. Bien entendu, je l'aide et tout. Mais tu vois, je me dis peut-être qu'avec une idée comme le magasin général, ben, ça pourrait être, écoute, il y a pas de souci. Mais en fait, si tu le fais toute seule, ben, ça va faire des jetons. Si tu le fais pas toute seule, ben, il y aura pas de jetons ou il y en aura moins, tu vois. On peut essayer de responsabiliser comme ça. Je trouve ça intéressant. Et moi, j'ai rien contre le renforcement positif à partir du moment où c'est pas fait pour changer qui est l'enfant. Et pour les gens qui nous écoutent, nous récemment, on a eu un souci de régression avec Sarah qui ne s'essuyait plus aux toilettes. Donc voilà, c'est embêtant quand même. Ouais. Il faut que ça se règle, ça. Hein? On veut que ça se règle. Bah, du coup, en fait, avec Noëlla, tu vois, Lucas venait de naître, on est en postpartum, on est fatigué, on s'est vite regardé, on a dit, écoute, non, on va mettre en place un renforcement. Elle avait un petit bocal avec des petites étoiles à mettre dedans. Quand le bocal était plein, elle a eu une surprise. C'était des perles. Voilà quoi, tu vois, on est passé à autre chose, c'est acquis, c'est revenu et basta. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de travailler tout ça. Aujourd'hui, bon, on connaît pas ton avenir personnel puisqu'on a bien compris qu'il y avait potentiellement une suite à cette famille ou pas. En termes de nombre, on verra, ça sera à suivre. J'invite les gens à te suivre aussi sur les réseaux pour suivre tes aventures, parce que tu postes des trucs des fois de... J'étais un peu jaloux de ce que tu as posté sur le sauna il y a pas très longtemps. Ça, c'est le temps que j'ai pour moi, c'est pas mal celui-là. Là. Si on parle de temps pour soi, ouais. C'est quoi l'avenir des belles combines du coup? C'est quoi les projets ou les projets qui sont à sortir ou qui viennent de sortir qui enthousiasment particulièrement et qui peuvent aider les familles à trouver ces équilibres-là? Si au départ, les belles combines, on était un peu plus du côté éducatif avec la trousse de retour au calme pour gérer les colères, le magasin général justement pour stimuler les bons comportements. Donc, on a pris une tangente un peu plus organisation parce qu'on se rend compte que le besoin chez les parents, c'est de gérer les différentes sphères de la vie, là, la gestion des repas, les calendriers, les tâches, les diverses informations qu'on a dans notre tête, tout ça. Donc, on avait déjà un magazine chez les belles combines, un magazine web. Et là, on a créé une application qu'on a lancée le 17 juillet dernier, dont on est très fiers parce qu'on y a travaillé pendant 1 an et demi. Donc là, on a pris la tangente technologique, même si j'y réfléchis longtemps parce qu'on avait déjà fait, nous, les 5 à 8 sans écran. Puis la gestion des écrans, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup chez les belles combines. Mais en même temps, on n'est pas non plus technophobe, puis on sait à quel point la technologie peut vraiment nous aider. Là. Un calendrier partagé, ça va toujours être mieux qu'un calendrier mural sur lequel on écrit parce que c'est instantané, ça se promène d'un téléphone cellulaire à l'autre, l'information est rendue en direct, tout le monde peut y penser, les alertes, les notifications. Dans le partage des tâches aussi, si tu veux, c'est que quand on sait qu'il y a un truc à faire, parce qu'il y a un vrai sujet aussi de partage des tâches mère-père, tu vois, faut pas se mentir. C'est que voilà, on a fait le programme, une petite notification push qui rappelle le truc. Alors là, que ce soit mère comme père, mais ça évite les oublis. Enfin voilà, ça peut faciliter la vie quand même. Oui. Exactement. Puis c'est bête, mais aussi de cocher les tâches. Des fois, on a l'impression qu'on fait tout dans la maison, mais finalement, on se rend compte que la liste de notre conjoint est aussi pleine que la nôtre. C'est juste qu'on n'a pas vu, on n'a pas été témoin. Il y a plein de tâches invisibles aussi. Il y a plein de choses qu'on voit pas nécessairement. Donc, cette application-là, je voulais aussi quelque chose, parce que oui, les écrans, ça me préoccupe, mais en même temps, je lisais Michel Desmurget qui écrit La fabrique du crétin digital. Je ne sais pas si tu as lu ça. Fait, oui. C'est quand même, c'est très alarmant. Mais ce que j'ai retenu aussi de ça, c'est de briser un peu le mythe du digital native, dans le sens où supposément que nos enfants ont des habiletés technologiques très grandes, alors que finalement, ce qu'ils font, c'est du divertissement sur des écrans et ils n'ont pas appris à utiliser les écrans à bon escient. Donc, moi, je trouvais que l'application Octave, nommons-la, Octave, c'est une application vraiment qui regroupe, c'est une agglomération de plusieurs applications, en fait, si on veut. On a un calendrier partagé, des listes de tâches aussi, un hub d'informations familiales où on peut décharger là, toutes les informations qui sont souvent dans la tête d'un seul parent. Il y a un guide d'autonomie aussi, on peut suivre l'autonomisation de nos enfants étape par étape, niveau par niveau. C'est une petite liste à cocher, puis on voit la progression
progression de nos enfants. C'est vraiment bien. Il y a un planificateur de repas avec un générateur de liste d'épicerie. Tout est aggloméré et il y a aussi le magazine Les Belles Combines qui est intégré dans cette application-là qui va donner de l'inspiration aux parents, des trucs d'organisation. Moi, déjà, là, les enfants, on l'utilise parce que, on a fait la phase bêta. Donc, les enfants l'ont utilisé et déjà Marie, 8 ans, quand elle a une fête d'amis, elle a la responsabilité d'aller entrer la fête d'amis dans le calendrier sur Octave et de nous identifier. Donc, déjà, par exemple, elle revient avec une sortie scolaire. Je remplis le petit bordereau qui dit « J'autorise mon enfant à aller à la sortie scolaire » et elle, sa responsabilité, je dis elle, parce qu'elle a 8 ans, puis c'est pas mal à partir de cet âge-là qu'ils sont capables de le faire, mais mes plus grands le font aussi. Ils ont la responsabilité d'aller inscrire leur activité dans le calendrier. Et là, je vous dis, ça vient avec plein d'emojis de caca et des trucs comme ça, hein, mais ils le font. Et c'est En fait, rigolo. ils le font, c'est ça, mais ils le font comme ils le veulent, tu vois. Oui, c'est ça, mais puis il faut que ça soit plaisant pour eux aussi de faire ça. Donc là, il y a aussi toutes les tâches. Donc, ils peuvent voir qu'est-ce qu'ils ont comme tâches à faire aujourd'hui, les cocher. Donc, la prochaine étape, c'est de rentrer l'IA là-dedans. Et là, on va vraiment faire économiser du temps aux parents. Là, c'est mon objectif. Moins de temps à organiser et plus de temps en famille. Donc ça, c'est pas mal le gros projet là, actuel chez les Belles Combines. Mais il y en a plein d'autres projets. Je ne sais pas si on aura les moyens et le temps de tout accomplir ce que j'ai en tête, mais il y aura sûrement plein de nouveautés. Il n'y a pas de raison, mais pas de raison que Mais ça sinon, il y a les 2 livres Belles Combines aussi, parce que j'ai publié le premier pendant la pandémie. Où j'ai fait l'école à la maison à mes enfants, d'ailleurs, toute une année. Le premier qui est quand même un best-seller au Québec, où j'explique un peu tout. Je vais un peu plus loin que tout ce qu'on vient de se dire. C'est quoi mes trucs? Je parle entre autres du magasin, comment je l'utilise comme il faut, la trousse de retour au calme. C'est ça. Donc, notre philosophie familiale. Et le dernier qui est sorti, ça s'appelle 4 saisons de Belles Combines. Et là, j'explique ma ritualisation sur un an. Comment je ritualise ma vie de famille pour que d'année en année, ça devienne un peu comme un réflexe puis que ça se fasse naturellement parce que c'est très facilitant quand on ritualise notre vie de famille. J'invite l'auditoire à aller consulter ces livres. Merci beaucoup, Dominique. Ah, merci. C'est toujours un plaisir de parler de parentalité et puis je suis contente d'avoir été de passage sur ton podcast, Cédric. Ouais, c'était très sympa. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.